Imaginez un peu la scène, un véritable tremblement de terre financier. En moins de 24 heures, le cours de l'or et de l'argent s'effondre et plus de 60 milliards de dollars partent en fumée. Alors, les sources qu'on analyse aujourd'hui avancent une thèse assez audacieuse. Ce ne serait pas un accident. Non, pas du tout. Ce serait un jeu orchestré. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qui tire les ficelles selon ces textes et surtout comment ce mécanisme permettrait de faire disparaître des milliers du marché. Alors pour saisir cette thèse, il faut revenir un peu en arrière, au problème de fond de nos économies. Depuis 1971, et ça s'est accéléré après 2008, les grandes monnaies, le dollar, l'euro, elles sont imprimées sans aucune contrepartie physique, sans couverture or. C'est en fait de l'argent créé sur décision. Ce qui mène, d'après les documents, à ce qu'on connaît bien, l'inflation, la dette et une certaine instabilité sociale. La question devient alors, si on imprime autant d'argent, comment on fait pour l'éponger avant que tout le système ne s'écroule? Mais c'est tout le nœud du problème. Et la stratégie décrite, c'est ce que les sources appellent la spéculation factice. La spéculation factice? Oui, en 2 temps. Étape 1, on crée un vent de panique. On diffuse des nouvelles, vraies ou fausses, peu importe, qui font grimper en flèche le prix des métaux précieux. Et là, le public qui a peur que sa monnaie ne vale plus rien? Se précipite, il échange son argent papier, ses euros, ses dollars, contre de l'or et de l'argent. D'accord. Donc la première phase, c'est d'attirer l'argent des gens vers un actif qui semble sûr. On leur vend un refuge juste avant de retirer l'échelle, si je suis la logique. C'est exactement ça, parce que juste après vient l'étape 2, l'inversion. Brutale. En moins de 24 heures, les prix s'effondrent. Pour l'or, c'est la pire chute depuis 1983. Pour l'argent, c'est du jamais vu dans l'histoire. Et le public se retrouve piégé. Complètement. Soit les gens vendent à perte pour essayer de sauver les meubles, soit ils gardent un actif qui a perdu une énorme partie de sa valeur. Et pendant que les petits épargnants perdent de l'argent, le cash, lui, l'argent liquide qu'ils ont utilisé pour acheter au plus haut, il a été capturé. Voilà, c'est ça, le mécanisme. Les bourses, qui sont décrites ici comme des entreprises privées, contrôlées par des acteurs très influents, auraient aspiré ces liquidités. L'argent est retiré du marché. Il retourne à ceux qui l'avaient émis au départ. La boucle est bouclée. C'est une opération d'une ampleur énorme. Ça impliquerait des banques centrales, des bourses. Comment une telle coordination serait possible? Qui sont les acteurs qui sont identifiés? Les textes parlent d'un réseau. Un réseau d'intérêts qui convergent. Les banques centrales qui veulent réduire la monnaie en circulation, les bourses qui font les transactions, et même des sociétés minières. Et des figures politiques aussi? Oui, et des figures politiques qui aident à créer ce climat d'incertitude. Ce schéma, créer de la volatilité pour en extraire de la valeur, est-ce qu'on le voit ailleurs? Les sources qu'on a citent un exemple politique assez parlant. Oui, et c'est ce qui est fascinant, l'exemple de Donald Trump. Ces décisions politiques, selon cette analyse, sont présentées comme des outils pour générer volontairement de la volatilité. Comme la guerre des droits de douane de 2025? Conséquence, les actions des entreprises concernées chutent. Et j'imagine que des gens bien informés se positionnent à ce moment-là pour racheter à bas prix. C'est la thèse, oui. Des initiés rachètent tout. Et puis, quelque temps après, les textes sont annulés. Les cours remontent en flèche. Oui, mais les propriétaires des actions ont changé entre-temps. Voilà. Et même si officiellement c'était ses fils qui géraient la Trump Organization, les sources affirment qu'il restait le décideur, qu'il utilisait ces entreprises pour spéculer. Ce serait, en quelque sorte, un service rendu à certaines puissances financières. En échange, il obtiendrait des faveurs. Par exemple, des taux d'intérêt plus bas sur la dette américaine. Donc, si on suit cette lecture des événements, ce qu'on observe sur les marchés, ce n'est pas une simple correction. C'est une opération planifiée. Le marché n'est pas vu comme un ensemble de chiffres, mais comme un troupeau, en fait. Un troupeau qu'on peut effrayer pour le faire courir dans une direction ou une autre. Et à chaque mouvement de panique, on récupère une partie de sa richesse. C'est une image très forte. Absolument. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Selon cette perspective, le vrai jeu, ce n'est pas l'or, l'argent ou les cryptos. La vraie question, la question centrale, c'est qui a le pouvoir de créer la monnaie? Qui a le pouvoir de la retirer du marché? Et qui, en face, en croyant à l'histoire officielle, se retrouve toujours à agir avec un temps de retard? Le véritable enjeu, ce n'est pas la variation du prix, c'est le transfert de propriété.